Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons ce soir le plaisir, le privilège et l'honneur de nous entretenir avec M. Modibo Mao Makalou. M. Makalou, bonsoir. Bonsoir, Matsé. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sujet la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Donc, mais avant cela, on va vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes M. Modibo Mao Makalou, vous êtes économiste. Oui. Vous êtes le directeur d'un cabinet qui s'appelle, un cabinet international qui s'appelle International Business Services, Oui. IBS. Vous êtes un fin connaisseur des services de l'administration publique avec à la clé plus de 15 ans d'expérience. Vous avez une maîtrise en sciences économiques que vous avez eue à l'Université de Montréal en 87. Vous avez également un master MBA en International Business and Finance, cette fois-ci à l'Université américaine de Washington. À la fin de vos études supérieures, vous êtes devenu assistant de recherche à l'Elliott Berg Associates à Alexandrie en Virginie aux États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs pris part à une étude approfondie sur le rôle des organisations chargées de l'intégration économique régionale en Afrique pour le compte de l'USAID. C'est ça. Donc vous avez été ensuite nommé comme chargé des correspondances entre le bureau et le gouvernement de la République de Mauritanie sur le programme de réforme économique et financier, PREF. Vous avez également été assistant de recherche auprès du directeur pour Afrique et chargé d'entreprendre des études de marché pour les services à valeur ajoutée de télécommunications à Intelsat. En 89, vous êtes revenu au Mali. Vous avez pris la direction donc de votre pays natal. Vous êtes né en Chine, c'est bien ça? Oui, bon. Et vous avez effectué des stages dans les administrations bancaires, notamment la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Méridien Biao Mali SA, la BDM SA. Vous avez également participé ou servi au projet de l'élevage pour l'amélioration de la productivité et de l'exportation APEX en tant que coordinateur administratif et financier chargé de la supervision de toutes les opérations administratives et financières et responsable de la liaison entre le bureau de la comptabilité et l'USAID. Et vous avez aussi travaillé avec l'État, parce que vous avez été sollicité à un moment donné par le secrétariat général de la présidence de la République pour occuper le poste de chargé de mission en charge des nouvelles technologies de l'information, de la communication, de l'énergie, de l'eau et des mines en 2003. Un an après, vous êtes nommé coordinateur de la mission de développement et de coopération avec la responsabilité de la conception et du suivi et de l'évaluation des politiques et stratégies de développement et de la gestion de l'aide extérieure. Vous avez également aidé pour le partenariat public-privé dans la planification du développement au niveau de la primature. Et de janvier 2004 à février 2017, vous avez été conseiller technique des affaires économiques et financières à la présidence de la République, donc pendant 3 ans. Bon, vous êtes, entre autres, le fondateur de l'Association des étudiants africains de l'Université de Montréal, président d'honneur de l'Association des jeunes gestionnaires du Mali et du Mouvement pour la démocratie et la citoyenneté. Bon, malgré le fait que c'est long, c'est quand même résumé. Donc, après ça, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la CEDEAO ? Merci bien, Matsé. Merci pour cette introduction très flatteuse. Bon. Mais ce que je puis dire, c'est que vous avez bien fait de préciser, c'est en 1988 que l'USAID avait décidé, au niveau de Washington, d'évaluer l'ensemble des organisations sous-régionales africaines, de les recenser toutes, du nord au sud, d'est en ouest. Et donc, moi, j'avais la mission de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à l'époque. Et il s'est trouvé que c'était l'une des organisations qui marchait le mieux en Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, ce que je puis dire, c'est que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une communauté économique régionale. Parce que vous savez, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait été créée le 25 mai 1963 en Addis Abeba, en Éthiopie, par les pères fondateurs de la plupart d'une trentaine de pays nouvellement indépendants, a été remplacée par l'Union africaine. Donc l'Union africaine a décidé de mettre en place des communautés économiques régionales. Il y en a 8, mais il y en a 5 qui sont géographiques.
Donc celle qui concerne l'Afrique de l'Ouest, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a en charge non seulement la promotion du développement économique, mais aussi la promotion de la stabilité politique et de la gouvernance politique de nos jours. Parce qu'ils se sont rendus compte depuis 1991 qu'il ne peut pas avoir de développement économique sans stabilité politique et sans bonne gouvernance. Donc il y a des protocoles additionnels. Il y a le traité de la CEDEAO qui a été révisé en 1993, si je ne m'abuse. Mais déjà en 1991, il y a eu des protocoles additionnels. Et donc la CEDEAO a fait sa mue. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris et pensent que nous sommes toujours uniquement dans le cadre de l'économie. D'accord. Donc si on comprend bien, à l'origine, c'est une coopération économique qui, avec le temps et la nécessité, est devenue aussi une coopération politique. C'est ça. Maintenant, dans le même ordre d'idée, on sait qu'il y a aussi l'ECOMOG. Je pense que qui a été mis en place par la CEDEAO et qui, normalement, regroupe les forces de ces différents États-là. Est-ce que dans des pays en crise, comme par exemple le Mali, l'ECOMOG intervient de manière conséquente? Parce qu'on entend MINUSMA, Barkhane, on entend beaucoup de choses, mais tous ces États mis ensemble, on sait que le Nigeria, par exemple, qui fait partie de la CEDEAO, a une bonne force militaire. Est-ce que tous ces États mis ensemble dans le cadre de l'ECOMOG n'auraient pas pu jouer, par exemple, le rôle de la MINUSMA? Mais c'est déjà le cas. Vous avez parlé de l'ECOMOG qui a opéré dans la sous-région il y a quelques années. Mais maintenant, dans le cadre de la MINUSMA, vous savez, il y a à peu près 15 000 missions multidimensionnelles intégrées pour des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Donc, il y a environ 15 000 militaires et policiers. Mais écoutez, il y a environ 12 pays sur les 15 que comprennent la CEDEAO ont des policiers et des militaires dans notre pays. Environ 7 000 personnes, 7 464 personnes si je ne m'abuse. D'accord. Donc vous avez dit 15 pays. Oui. Juste peut-être pour rappel, il y a combien de pays peut-être francophones, lusophones, anglophones? Bon, la CEDEAO, c'est composé d'abord de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend les 8 pays qui ont en charge, qui ont en commun le franc CFA, la monnaie unique, le franc CFA. Donc, vous avez ces 8 pays. Ensuite, vous avez, je vais ajouter le Cap-Vert, qui aussi a un accord de coopération, qui a sa monnaie à part, l'escudo, qui est aussi rattaché à l'euro. Donc, le franc CFA et l'escudo capverdien sont rattachés à l'euro. Bon, maintenant, ça fait 9 pays. Donc, maintenant, vous avez 6 pays qui ont chacun leur monnaie. Ces 6 pays sont, bon, je vais les citer pêle-mêle, hein. Vous avez la Gambie, la Guinée-Conakry, vous avez le Nigeria, vous avez le Libéria, vous avez la Sierra Leone. Et le Ghana. Et le Ghana. Bon, mais maintenant, tenez-vous bien, il y a 2 pays qui sont prédominants dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont le Nigeria et le Ghana, qui, à eux deux, font 75% de la richesse cumulée de la CEDEAO, le produit intérieur brut. J'ai envie de vous demander à quoi c'est lié, mais avant de vous demander à quoi c'est lié, est-ce que vous pourriez, par la suite, nous parler, est-ce que vous avez entendu ou eu vent des sanctions possibles qui ont été communiquées par rapport à justement la rencontre extraordinaire qui a eu lieu normalement aujourd'hui? Oui, mais vous savez, bon, je pense que tout cela avait été prononcé lors de la réunion du 12 décembre, la dernière session ordinaire de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui est l'instance de décision, la plus haute instance au sein de la CEDEAO. Et comme vous le savez aussi, il y a le principe de supranationalité par rapport aux décisions de la CEDEAO. Cela veut dire que les décisions communautaires doivent être appliquées par l'ensemble des pays. Parce que vous le savez, au niveau de la CEDEAO, d'abord, ce sont les chefs d'État qui ont quand même signé les différents protocoles et le traité de Lagos qui a établi la CEDEAO. Et ce sont les parlements de chacun de ces pays qui ont ratifié tous ces traités et documents juridiques. Donc, il y a cet aspect. Il y a aussi la supranationalité, parce que la CEDEAO étant une entité, une communauté économique et régionale de l'Union africaine, donc le principe de subsidiarité fait que les décisions prises par la CEDEAO
sont répercutés au niveau de l'Union africaine et répercutés aussi au niveau de la communauté dite internationale, c'est-à-dire l'Union européenne, les Nations unies, mais aussi les pays individuels. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, par exemple, est-ce que c'est lié à la monnaie, le fait que le Ghana et le Nigeria soient devant et tirent un peu les autres pays de la communauté? Non, c'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à faire la monnaie unique. Vous savez, ça fait 5 fois depuis 1983 que nous essayons d'aller vers une monnaie unique. Je vais vous expliquer. Le processus d'intégration économique le plus avancé en Afrique, c'est pour le moment l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le franc CFA, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est le processus le plus avancé parce que nous avons une monnaie commune, nous avons une politique commerciale commune et nous avons un tarif extérieur commun. Donc, au niveau de l'intégration économique, vous avez des paliers, il y a des étapes. L'étape la plus basse, la plus emblématique, la plus bancale, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la zone de libre-échange. Donc, quand vous avez une zone de libre-échange entre les pays, cela veut dire que vous éliminez les barrières tarifaires, ça veut dire que les personnes, les biens peuvent circuler entre les pays sans droit de douane. Mais ensuite, vous avez l'union douanière. L'union douanière fait que non seulement vous avez une zone de libre-échange continentale, une zone de libre-échange, je veux dire, mais en même temps, vous avez un tarif extérieur commun, c'est-à-dire que vous avez un tarif commun pour les pays qui ne sont non membres de cette union douanière. Et ensuite, vous avez le marché commun. Le marché commun fait que vous avez une libre circulation des personnes, des biens, des services, des facteurs de production. Et vous avez finalement l'union économique. L'union économique, c'est un marché commun, mais dans lequel maintenant on harmonise les politiques économiques et monétaires. Donc cela veut dire que l'objectif final, c'est d'avoir une monnaie commune. Malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir une monnaie commune en Afrique de l'Ouest pour les 15 pays parce que il y a des critères de convergence, parce qu'il faut que les économies convergent ensemble. Et vous savez que dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'inflation ne doit pas dépasser 3%, mais chez les deux pays que nous venons de citer, le Nigeria et le truc, l'inflation est à 2 chiffres, plus de 10%. Donc vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune quand vous avez des taux d'inflation aussi divergents. Il y a d'autres aspects comme la masse salariale par rapport aux recettes fiscales, le déficit budgétaire. Donc ce sont des comptes macroéconomiques qu'on appelle, il y a des critères de premier rang et des critères de second rang. Mais tout cela fait que les pays doivent converger ensemble, harmoniser leur politique pour pouvoir avoir au finish, in fine, une monnaie commune. Bon, ça, c'est des termes, on va dire, techniques. Oui. Mais même si l'inflation elle est à 2 chiffres dans ces pays-là, quelles sont peut-être les conséquences? Parce que quand on voit le résultat, on a l'impression, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, le Nigeria et le Ghana sont par exemple plus développés que le Mali et le Burkina au jour d'aujourd'hui, en termes d'infrastructures, en termes de capitaux, en termes de réserves, en termes même de production et d'industrialisation. Donc, est-ce que cette inflation qui, de prime abord, peut être considérée peut-être économiquement comme une mauvaise chose, dans l'absolu, n'est pas peut-être une bonne chose? Mais il y a le Libéria qui est indépendant depuis le 19e siècle, qui a sa propre monnaie. Vous avez la Guinée-Conakry depuis 1958 qui a sa monnaie. Vous avez la Mauritanie qui avait quitté la CEDEAO en 2000, qui demande à revenir. En 2017, il y a le Maroc qui demande à intégrer la CEDEAO. Il y a la Tunisie qui demande. Pourquoi tout cela? Parce que, je veux dire, il y a des problèmes, mais ce n'est pas lié à la monnaie. Mais si je vous prends, par exemple, le taux directeur des banques centrales, au Nigeria, le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel la Banque centrale prête aux banques commerciales, est de 13%. Dans l'UEMOA, c'est 2%. Vous imaginez? Donc, les prêts commerciaux dans ces pays peuvent aller de 20 à 30%. D'accord. Et donc, on est très loin de cela à notre niveau. Et donc, voilà. Bon, le sujet est passionnant. Malheureusement, il ne reste plus que 2 minutes. Maintenant, par rapport aux sanctions, on va quand même en parler peut-être brièvement. Des échos qu'on a eus et des communiqués qu'on a lus. Après, il faudra qu'on attende peut-être la confirmation officielle. On parle de geler les avoirs du Mali, carrément. On ne parle même plus simplement des personnes qui sont aux affaires. On parle également de fermer les frontières, c'est-à-dire que le principe même de la CEDEAO, qui est de favoriser la libre circulation des biens, des personnes et des services, comme vous l'avez dit, cette décision est complètement le contre-pied de justement cette coopération économique
des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que si on comprend bien, aujourd'hui, on veut fermer les frontières, on veut geler les avoirs, on nous dit qu'on va essayer de lever les sanctions progressivement, et on nous parle même indirectement de Wagner, en nous disant, encore une fois je dis, sous réserve de confirmation de ce communiqué-là, l'utilisation de forces étrangères qui s'apparentent à des milices, sans avoir de plus amples informations. Est-ce que quelque part, on peut peut-être penser qu'il y a d'autres pressions politiques derrière qui ne sont pas uniquement de la CEDEAO, sans rentrer dans la théorie du complot, et indépendamment de ça, est-ce que la CEDEAO, dans son rôle premier justement, qui est de faciliter la coopération économique, culturelle et sociale, en prenant ce type de sanctions, en réalité n'est pas en train de sanctionner plutôt les Maliens que les dirigeants eux-mêmes? Écoutez, moi je pense que les sanctions, au préalable, elles étaient ciblées, comme vous le savez, depuis le 16 septembre, si je ne m'abuse. Et maintenant, il s'agit de savoir maintenant pourquoi nous avons des sanctions. Il était prévu quand même que les sanctions allaient monter graduellement. Parce que vous savez, il y a un régime de sanctions qui est établi dans l'acte additionnel, portant un régime de sanctions pour les États qui n'honorent pas leurs engagements. Et aussi, il y a l'article 1E et 45.2 qui énonce toutes les sanctions dont vous avez parlé. Bon, les sanctions sont de plusieurs ordres. Il y a une quinzaine de sanctions qui sont possibles. Mais vous savez, vous avez des sanctions judiciaires. Mais cette fois-ci, ce que j'ai cru entendre aussi, qu'il y aurait des sanctions diplomatiques. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Les ambassadeurs aussi. Voilà, donc c'est la première fois que j'entends ça. Ça veut dire que... Mais je pense que tout cela, ce sont des bases de négociation. Donc il y a des sanctions juridiques, il y a des sanctions économiques, il y a des sanctions financières et il y a des sanctions commerciales. Et pour nous, ce qui est quand même grave par rapport à notre pays, si cela s'avérait, c'est que 60% de notre économie dépend du commerce international, de ce que nous achetons à l'extérieur et de ce que nous vendons à l'extérieur. Même si nous avons vu qu'en 2020, parmi les sanctions, et en 2012, même avec la fermeture des frontières, quand même, il y a quand même eu une marge de manœuvre pour les produits de première nécessité. Cela est très, très important. Mais nous sommes un pays enclavé et nous commerçons fortement avec la CEDEAO. Vous savez que 45% de produits que nous vendons et des biens et des services que nous vendons à l'extérieur sont avec des pays de la CEDEAO. Et à l'intérieur de la CEDEAO, notre premier partenaire économique, c'est le Sénégal. Le deuxième partenaire économique, c'est la Côte d'Ivoire. Et le troisième partenaire économique, c'est le Burkina Faso. Donc, et maintenant, si ce qu'il va falloir craindre, c'est avec le principe de subsidiarité, si cela devait s'étendre aux autres pays africains et à d'autres pays hors de l'Afrique, mais écoutez, ça va nous causer quand même beaucoup de problèmes, parce que nous avons une économie certes résiliente, mais très fragile. Ok, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se redonne rendez-vous, peut-être en laissant passer peut-être cette semaine, voir l'information et comment elle va être traitée pour venir dans les détails, notamment même par rapport à la CEDEAO encore, les différents organismes, les différents systèmes d'intégration, les différentes composantes, même y compris la Cour de justice dont on n'a pas pu parler, la commission, etc. On n'a pas le temps de parler de tout ça peut-être aujourd'hui. Donc on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs. Mais avant cela quand même, je tenais juste à préciser que si on considère que peut-être au niveau des résolutions et des recommandations des assises, le Mali est peut-être allé fort pour négocier, on peut peut-être comprendre aussi que la CEDEAO part fort pour négocier. Absolument. Et prions pour que réellement on trouve un consensus. Voilà. Ce que je veux dire en dernier lieu, c'est-à-dire que c'est un processus de négociation. Je pense que même si ces sanctions s'avéraient, je pense que c'est un processus de négociation qui commence. Et je pense que les assises étaient constituées le début de ce processus. Et cela va continuer. Et d'ailleurs, le dialogue fait partie des principes de la CEDEAO elle-même. Absolument. Sur ce, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même chaîne. Merci.